commencer, je voulais surtout remercier toute l'équipe de la librairie qui m'a fortement incité à faire ce moment de rencontre autour de Jean-Claude Grimbert et de ses petits classiques. Et j'ai une pensée particulière pour un des membres de la librairie qui est Frédéric, qui vient de perdre quelqu'un de très cher, qui aurait dû être là, qui aurait dû filmer. Donc je voudrais qu'on lui dédie ce moment, qu'il aurait les partager avec lui en tout cas. Voilà. J'ose dire devant Jean-Claude Grimbert que plusieurs fois je l'ai dit qu'il écrivait des chefs-d'œuvre suédois. Euh, yeah. Elle aime bien qu'on se foute de moi. Je le savais. Et au fil du temps, euh, comme ça, par dépôts successifs, une conviction venait que Jean-Claude faisait partie des auteurs qui entraient dans ce qu'on appelle les classiques. Je ne vais pas m'amuser à définir les classiques, et le Marie Berlano se fera bien mieux que moi si elle le veut. Mais en tout cas, moi je le prends au sens premier du terme pour un enseignant. Le classique, c'est ce qu'on étudie en classe. Ça veut dire que c'est suffisamment fort, exemplaire et souvent simple en apparence, mais très complexe en réalité, pour que ça puisse devenir un modèle d'éducation. Et je crois depuis très longtemps que Jean-Claude est effectivement un classique et je suis très heureux que plusieurs éditeurs, que l'éducation nationale elle-même ait inscrit ses œuvres, une de ses œuvres en tout cas, au programme et que ces collections accueillent ces textes pour que la plus large diffusion se fasse par évidemment la transmission à l'école. Il y a deux grandes sorties éditoriales. D'abord la plus précieuse des marchandises, dans la collection Déclic qu'on va présenter chez Belin. Et nous avons la chance d'avoir Olivier qui vous expliquera le travail qu'il a fait, qui pourra dialoguer avec Jean-Claude sur le travail d'accompagnement qu'il a fait. Nous aurons ensuite le petit chaperon russe avec Marie Astrid, qui a elle aussi accompagné de façon pédagogique la lecture des petits chaperons russe. Et ensuite, je demanderai à Marie Berlanos, parce que ce qui est merveilleux dans le travail des classiques, c'est que on part de l'école primaire, la fin de l'école primaire, le collège en tout cas, les sixièmes disons, et on va jusqu'en terminale, et puis on va au-delà de terminale dans l'université, puis de l'université former des enseignants qui seront eux-mêmes des transmetteurs. Donc je souhaitais vraiment, et je la remercie de tout cœur, que Marie Berlanos, qui est une spécialiste du théâtre pour la jeunesse, puisse nous donner son point de vue sur l'entrée de Jean-Claude Grimbert dans ce réseau maintenant un peu permanent, quand même des études et des recherches. Voilà. Vous aurez bien sûr tout loisir à tout moment, puisque nous sommes vraiment, encore une fois, dans un moment d'échange, pour questionner Jean-Claude si vous avez des questions à lui poser sur chacune des œuvres dont nous avons parlé principalement et sur l'ensemble de son travail d'écriture, bien sûr. Juste avant de commencer, je voudrais lui demander, moi, j'ai une question qui me taraude, moi, le détenteur de vérité sur le Scheller, parce que finalement, je n'étais pas tout à fait tort. Qu'est-ce que ça fait quand on est un écrivain, un auteur reconnu, de savoir qu'on est maintenant dans des collections, on se retrouve avec Dumas, Homère, parce que j'ai regardé dans ces collections de classiques, tu te retrouves à côté de Dumas, Homère, Mark Twain, la groupe. C'est à eux que tu devrais demander. Si tu acceptes, tant mieux, c'est ça. Hélas, ça s'accompagne d'un âge certain. C'est-à-dire que j'étais déjà surpris, j'étais très gâté. C'est-à-dire la réouverture de l'Odéon en 71, avec la garde à cheval. Copain et moi, ça nous faisait pisser dans nos culottes, quoi. C'était extraordinaire. Voilà. Donc voilà, j'ai rencontré des bonnes personnes, jeunes. Et surtout, c'était pas ça que je voulais. Moi, je voulais jouer Hamlet, je voulais jouer Richard III, je voulais jouer Lorenzaccio.
Et puis même pour faire un halbardier, on me disait non, les lunettes, ça va pas, il est trop petit, voilà. Bon. Donc je suis devenu auteur parce que j'ai pas réussi. Alors à l'époque, on me disait ah tu ressembles à Trintignant, mais Trintignant, il s'en tient mieux que moi, quoi. Donc il m'a beaucoup gêné. Et moi, ce n'est pas gêné du tout. Alors, donc j'ai commencé à écrire. Bah, j'ai écrit parce que j'avais lu des nouvelles de Tchekhov. Voilà. Parce que j'avais lu à peu près à la même époque En attendant Godot. Alors, pourquoi j'ai écrit du théâtre? C'est-à-dire, j'étais un grand lecteur de romans et le théâtre, je lisais les classiques, quoi. C'était plus sécurisant d'écrire pour le théâtre parce qu'on ne s'exposait pas. On n'était pas seul. Il fallait d'abord trouver quelqu'un qui accepte de lire la pièce, et puis ensuite qui accepte de la monter, et puis ensuite un théâtre qui accepte que ce type vienne et fasse une mise en scène, et puis après des comédiens qui acceptaient d'être moins payés que d'habitude, et souvent pas payés du tout. Alors maintenant, ce que ça me fait maintenant, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est le sort, alors c'est le, la plus précieuse des marchandises. Ça a été refusé par un éditeur, accepté par un autre. Ça aurait pu rester dans un tiroir si j'avais pas croisé en bas de chez moi, devant la teinturerie, un éditeur ami qui avait déjà fait 2 livres avec moi et qui m'a demandé ce que j'écrivais. Et je lui ai dit, bah, j'ai écrit un truc que j'ai donné à un autre éditeur. Il m'a dit, bah, donne-le-moi quand même, on ne sait jamais, pour que je sache ce que tu fais. Voilà, alors ça dépend vraiment du hasard, des rencontres. Et puis, bah, j'ai été le premier surpris du succès mondial de la plus précieuse des marchandises, quoi, qui va être une sorte de phénomène dans ma propre fabrication de chefs-d'œuvre supposés. Merci pour le supposé. Non, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir. On se posait la question. Ça me surprend. Je pense à tous les profs qui ont rendu mes rédactions avec illisible 0. Voilà. Mais un seul prof qui a lu tout ce que j'écrivais en classe. Mais il suffit d'un seul. Voilà. C'est vrai. Mais il disait Figaro, on est d'accord. Non. Ce qui a bien changé maintenant, j'adore le... Si je te posais la question, c'est parce que je sais depuis très longtemps, et pour cause, on le fait très souvent ensemble, tu aimes beaucoup rencontrer les classes, ou beaucoup être en échange avec les jeunes, à tout âge. Moi, je t'ai vu avec des écoliers de l'école primaire, avec des collégiens, avec de grands lycéens, etc. Et si je te disais ça, c'est parce qu'au fond, le mot classe, il veut dire que c'est transmission, c'est cela et ça. J'imaginais que tu allais me répondre ça. Écoute, les souvenirs que j'ai des rencontres avec les classes, je voudrais parler de la première rencontre que j'ai faite, et c'était avec toi. Tu m'avais emmené dans une classe, et il y avait une classe d'une autre école, du même âge, et les enfants de la classe accueillante, chaque enfant offrait son livre aux enfants de notre école. Et au milieu de ces gosses-là, il y en avait un qui avait préparé le goûter, où il y avait un anniversaire. Et c'était, disons, un type dont les parents devaient venir du Maghreb. Et c'était déjà un restaurateur. Il avait fait des gâteaux, il avait fait des petits amuse-gueules, et il circulait avec son plateau comme ça, et il offrait aux gens, et il était inquiet, il trouvait ça bon, oui. Et alors on m'a expliqué que c'est lui qui nourrissait la fratrie, parce que les parents travaillaient, qu'ils étaient rarement là, et que lui, il faisait à bouffer pour 5-6 autres gosses. Et on voyait déjà sa vie, voilà, sa carrière. Il ne s'est pas intéressé beaucoup
à notre rencontre et à tout ce qu'on pouvait dire sur la littérature ou pas la littérature. Mais c'était fascinant de voir ce gosse qui avait déjà cette fonction et qui se sentait à l'aise dans cette fonction. C'est-à-dire peut-être qu'il suivait mal, peut-être qu'il ça l'intéressait pas de vivre, mais il voulait nourrir les gens et il voulait qu'ils soient heureux et il voulait. Et c'est un des plus beaux souvenirs de mes rencontres. Une autre rencontre où tu n'étais pas là, c'était après une pièce, je sais plus laquelle, il y avait les gosses me posaient des questions. Et il y en a un qui était au premier rang qui m'a dit à voix basse, vous avez déjà subi des échecs? Et je lui ai dit, moi aussi. Il avait 10 ans. Voilà. Et pour finir dans les rencontres, j'avais été dans une classe, alors vraiment les tout petits, c'était pour le petit violon du bas. Et il y avait, à l'époque, j'avais pas ce verre qui me tient l'œil ouvert, donc j'avais une sorte de gros œil qui donnait un air étrange, quoi, qui faisait plutôt peur aux enfants. Et il y avait une petite fille qui était assise, elle m'a dit, oh, c'est joli, ça vous donne l'air d'un crapaud. Alors, la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a dit et tout ça. Et moi, un an après, elle m'a rappelé, il faut que je revienne, et j'ai dit, si la petite au crapaud est là, il faut dire que c'est vrai que ça nous donne pas une sorte de rôle social que peut-être on ne saurait pas tenir dans d'autres circonstances. Voilà. C'est-à-dire que ça excuse peut-être notre peu d'action ou notre peu de résultats. Moi, ça fait 60 ans que j'écris. Le monde va... Alors, on ne peut pas dire qu'il va de plus en plus mal, mais il va de plus en plus mal différemment de l'époque où il allait très très mal et qui était mon enfance. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que la littérature et les vertus formidables. Hein. Quand je pense à John Dos Passos, quand je pense au Raisin de la colère, quand je pense, voilà, tous ces gens qui ont écrit, tous ces Italiens, tous ces Polonais, tous ces auteurs qui écrivaient en yiddish et qu'on, grâce à Dieu, comme disent certains, il y a beaucoup maintenant de gens qui les traduisent et on s'aperçoit qu'effectivement, les chefs-d'œuvre peuvent dormir dans des placards et qu'on se fait des idées sur l'humour, sur tout ça, et qu'on a des grandes tragédies, et qu'on a des grands récits historiques, et qu'on a tout ça écrit en yiddish, qui a pas que Singer, que j'admire beaucoup, mais que petit à petit, les placards s'ouvrent et sortent des chefs-d'œuvre. Alors des pièces injouables, parce que c'était écrit au temps où on pouvait, où moi-même j'ai eu la chance d'écrire, où on pouvait mettre 60 personnages sur du papier. Maintenant, si on en met 2, on est soupçonné de gabegie. Voilà. Est-ce que tu as répondu? Oui. Je voulais demander et surtout dire que tu continues à rencontrer des classes et même que tu es entré dans le mode du 21e siècle, puisque très récemment tu as été en visioconférence, on te voit là avec une classe de Croisienne de Normandie, qui avait fait un travail absolument merveilleux avec leur professeur, et que tu as régulièrement des échanges par lettre, par courrier, etc. Et je voulais que tu nous parles de la lettre que tu vas lire d'une classe de Paul Briançon. Ou que je lis. Ben, c'est tu, mais oui, ça c'est... Mais raconte un peu les circonstances de ça et je lirai la... Voilà. Il y a un endroit près de Briançon qui s'appelle la Grabe. Nous étions, mon frère et moi, dans un home d'enfants particulier qui était tenu à Moissac par les éclaireurs israélites. On était début 43, on était passé dans ce qui n'était plus la zone libre, on est gardé quand même
la, la ligne de démarcation. Et on était à Moissac. Moi, j'avais 4 ans. Mon frère en avait 8. Et les dirigeants de Moissac ont eu l'intelligence, ces éclaireurs israélites, ont eu l'intelligence de comprendre qu'il ne fallait pas que les enfants restent dans des lieux où il était affiché que c'était des enfants juifs et que c'était trop facile à rafler d'un coup. Voilà. Donc ils ont cherché à nous mettre dans des familles. Pour nous sortir de Moissac, ils avaient trouvé une étape à la Grave. Voilà. Et donc, il se trouve qu'on a passé X jours. Mon frère ne se souvient plus. J'aurais pu le savoir. Hein. J'ai rencontré les gens qui avaient fait journée commémorative à Moissac. J'ai rencontré même le type qui m'a dit, c'est moi qui vous ai donné votre faux nom à votre frère et vous. Et il m'a sorti la liste. Et j'ai vu Grevert, Guichard. Et avec mon frère, je me disputais parce que je pensais que c'était Richard, comme il était devenu riche. Je pensais qu'il avait voulu illustrer son nom de guerre. Ben non, c'était Guichard. Donc ces enfants de la Grave, ils allaient dans un lycée d'altitude qui dépendait de Briançon. Alors moi, j'y ai pas été. C'est ma fille Olga qui est partie là-bas et qui leur a lu La plus précieuse des marchandises et qui a tenu un discours sandite avec eux. Et ces lycéens, alors, je ne sais pas comment les qualifier. C'est-à-dire que je pense que c'est un lycée technique. Oui. Voilà, donc il n'y a plus de français. Non. Il n'y a plus de... voilà. Et donc, ils m'ont envoyé un dossier avec des lettres. Et ces lettres montrent des lecteurs. Certains disent que la lecture n'est pas leur truc, mais l'analyse qu'ils font du texte, la comparaison pour certains avec le film, et c'est-à-dire que ça montre une intelligence de lecture et des moyens d'expression qui permettent de... Alors, je vais c'est au hasard, tu lis une des lettres. Je vais lire une des lettres parce qu'il y a tout un dossier que j'ai vu d'ailleurs. Et donc, vraiment au hasard, Briançon, jeudi 27 mars 2025. Cher Monsieur Grimbert, tout d'abord, votre conte m'a tout particulièrement surprise de par son sujet assez grave et touchant que vous avez réussi à romantiser. Rien n'est choquant ni perturbant, et encore moins traumatisant. Même le moment où le bébé est jeté du train est délicatement amené. En effet, dans ce récit, il n'y a pas d'exagération, ce qui rend donc cette histoire très touchante. Aussi, je trouve que ce conte est facile à lire et ce sujet très intéressant est à évoquer avec douceur. Même sans forcément aimer lire, j'ai finalement assez accroché grâce au sujet qui m'a plu et à votre écriture. Ensuite, ce qui m'a marqué en lisant ce récit, c'est l'histoire du père des ex-jumeaux qui m'a fait éprouver de la compassion pour lui au moment où j'ai compris qu'il avait perdu sa fille et sa femme. De plus, à la fin, il a fait preuve de courage et il a su prendre sur lui quand il a vu sa fille qu'il pensait avoir perdue pour toujours au marché. De plus, concernant l'adaptation que nous sommes allés voir aussi au cinéma dans le cadre scolaire, je l'ai moins aimé car je l'ai trouvé moins émotionnel et j'ai ressenti beaucoup plus de sentiments en lisant le livre, vraiment. Mais aussi, j'ai apprécié l'ambiance dans laquelle je me suis senti en lisant le livre.
je l'ai ressenti comme glacial. En effet, le suspense était présent. Ainsi, j'ai vite plongé dans le livre et j'ai vraiment apprécié le fait de ressentir autant d'émotions, autant d'émotions et de sentiments en si peu de temps. Pour finir, je voulais vous dire combien je suis admirative de votre courage. En effet, j'imagine qu'écrire sur une période aussi noire de l'histoire qui vous a tant éprouvé ne doit pas être une chose facile. Merci à vous pour ce témoignage. Lali Delomez, Alix Graciel. Alors, il y en a eu une trentaine. Je trouve que c'est une bonne illustration. Alors, il y en a certaines où ils disent que ils ont préféré le film parce qu'il y avait de la musique, parce qu'il y avait voilà. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de dossiers avec des travaux d'élèves. Et je pense que, en fait, tout dépend des enseignants. Voilà. Parce que ce qui se dégage des lettres, c'est qu'ils n'aiment pas tant que ça lire des livres qu'on leur conseille à l'école. Ou au lycée, et que c'est ce rapport avec... et j'ai moi-même éprouvé ce que pouvait être l'importance de l'enseignant, puisque cet enseignant qui a accepté de déchiffrer les hiéroglyphes que j'écrivais et qui a lu, que ce soit des phrases, que ce soit et puis qui après m'a inscrit à un concours de nouvelles, un concours de... Voilà. C'est-à-dire que... Alors, c'était pas une rencontre générale parce qu'à l'époque, la moitié de la classe ne pouvait pas apprendre à lire. La classe était... Moi, j'étais au milieu parce que mes copains étaient au fond. Et il y avait les bons élèves devant. Et moi, j'étais là, au milieu, essayant de ne pas perdre la face devant les ignares d'essayer de m'intéresser à ce que les profs disaient. Mais ils étaient rares, ceux qui savaient lier des relations. Voilà. Et je pense que c'est dans ces relations, plus que dans nos textes, que les textes peuvent être un moyen de dialoguer, d'entrer en contact, mais que ça dépend vraiment et qu'on ne peut pas imaginer une profession où tout le monde serait... Alors, emmener les gens au théâtre, c'est devenu très compliqué, tout est devenu compliqué, et surtout les arracher à cette facilité qui est de voir que tout est devenu spectacle, quoi. Et le spectacle de la mort, permanent, on peut dire qu'on nous a tués, mais qu'on ne montrait pas à l'instant où on nous tuait, on ne montrait pas. Maintenant, à part les pays comme le Soudan où on s'en fout, quoi, ça n'a pas d'importance, mais maintenant on voit la mort en direct. Et je pense que c'est une responsabilité pour les profs de donner quand même envie. Alors, c'est un souci, je m'aperçois que j'ai ce souci quand j'écris, mais il n'était pas intellectualisé. Je remarque que ce que je veux, c'est leur donner envie de vivre. Voilà. Malgré tout, malgré qu'ils fassent 45 un matin et puis 12 le lendemain matin, voilà, et puis tout ce qui se passe dans le monde, et puis tout ce qu'on leur prédit, tout ce que ils n'auront même pas d'eau à boire et tout ça. Donc je pense que le travail des enseignants est devenu, il l'a toujours été, mais là il est devenu très difficile, et que le fait que cette jeune fille dise qu'elle n'a pas eu de difficulté à lire, c'est peut-être ça le chef-d'œuvre, c'est-à-dire que de pouvoir s'adresser à ceux qui n'aiment pas lire, pour leur donner envie de lire. Et moi, si j'avais pas rencontré les livres, c'est-à-dire, là on aborde un autre truc, la bibliothèque municipale,
j'aurais sûrement sombré dans un désespoir. Ah, mais tu me donnes une facilité de transition extrême là, parce que tu parles des professeurs, mais les professeurs, ils sont là pour accompagner. Il se trouve que il y a une collection de classiques dont on va parler, des clips, ils accompagnent les autres professeurs et les élèves à entrer dans les œuvres et au-delà de la facilité de lire et de la sadicité apparente, de déployer toutes sortes de questions. Euh, et ce qui est fascinant, alors je vais bien sûr demander à une bibliothécaire cuir de présenter le Béclic, les principes de la collection. Il se trouve que la plus précieuse des marchandises dans cette collection existe à la fois pour les collèges et que Olivier Thiespierre a fait l'édition pour les lycéens, où on retrouve, ça je trouve ça admirable, enfin, je le dis comme vraiment très sincèrement, parce que on peut s'exercer aux exercices les plus académiques du baccalauréat, c'est-à-dire l'analyse linéaire, le commentaire, la dissertation, tout ça, sans perdre pour autant la substance, l'interrogation profonde et vraiment passionnante sur le texte. Alors je vais demander à Olivier, bien sûr, les principes de cette collection, parce que j'imagine qu'il y a des principes, et puis surtout ce qui l'a particulièrement intéressé dans cet accompagnement pédagogique. Voilà. Je vous remercie, Jean-Paul, et je remercie beaucoup Jean-Paul aussi de m'avoir permis de faire cette édition. Je remercie les éditrices qui sont ici, Cécile, Oui, bien sûr. Elsa Froment. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que votre travail en tant qu'enseignant et puis aussi en tant qu'auteur d'une édition scolaire, c'est un travail qui ne peut pas se faire sans un texte d'une grande littéralité. J'ai parlé de classique tout à l'heure. Donc, je pense que nombreux sont les auteurs qui souhaitent transmettre des valeurs aux jeunes. Nombreux sont les éditeurs qui ont envie de toucher les nouvelles générations. Mais c'est pas donné à tout le monde d'écrire un texte qui va pouvoir soutenir leur regard critique à eux, et que si c'est les grands enseignants. Donc je crois que ce travail est possible et il a été décidé par les sections Mélin parce que c'est un texte d'une haute qualité littéraire. Donc qu'est-ce que ça veut... Alors ça veut dire, je pense, beaucoup de choses. Peut-être la première chose, c'est que c'est la richesse, je crois, hein. Un classique n'a pas une seule définition, mais sur Pancalpino, il en a une bonne quinzaine. Donc, on peut vraiment passer des heures à décliner ce que c'est un classique. Mais je pense que d'où les premières choses, c'est sa richesse. Donc, effectivement, quand on travaille sur un texte comme celui-là, que ce soit les élèves ou l'enseignant, il y a énormément de choses à dire. Ensuite, peut-être que ce qui est le plus frappant, c'est que si le texte est des emplois qui est aussi extraordinaire, c'est, je pense, parce que c'est difficile d'écrire un conte. C'est d'abord un conte, et un conte c'est dense, c'est condensé. Il y a des images, il y a un art de récit qui est, je pense, très difficile à réussir. Et j'ai ma native donne la recette. En tout cas, quand on lit la plus précédente des marchandises, si les élèves prennent déjà énormément cinéma et l'intérêt de ce texte, c'est parce que c'est un conte qui fonctionne. Il a une vitesse, il a un rythme, il a une capacité à alterner la voix du narrateur et les dialogues qui est assez exceptionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'est que aussi quelque chose qui est très contemporain et il réussit à faire ce que les textes contemporains s'efforcent de faire, c'est-à-dire il alterne des voix qui sont diverses. C'est pour ça qu'il réussit à donner, à entendre la complexité de ce que peut être l'expérience de l'anéantissement, parce qu'il y a plusieurs voix qui se trament dans ce texte. Et ça reste facilement lisible par un jeune de collège comme par un lycéen. Donc c'est pour ça que c'est un texte très intéressant à étudier dans le détail. Voilà. Il y a peut-être une troisième maison, mais on pourrait continuer longtemps, hein, je pense. C'est cette présence
qu'on a un petit peu, qu'on commence à ressentir là aujourd'hui, par exemple, c'est cette générosité et cet humour qui se transmet de façon si fine dans le texte, où Jean-Claude Trinder, il a une capacité à désamorcer les grands pièges du regard sur l'évasionnisme, par exemple, sur l'horreur, sur peut-être la simple volonté de haïr. Et ça, je pense que c'est parce qu'il y a une voix narrative, peut-être pas la sienne, en tout cas, qui l'incarne dans son texte, qui vient de lui, qui vient de cette générosité, qui vient de cette capacité qu'ont les grands conteurs je pense à Bataire, hein, mais on peut peut-être aller chercher chez d'autres, Saint-Pédité ou d'autres. Il y a une distance ironique très très fine, et on sait bien que l'humour c'est quelque chose de très fragile, voilà. Donc c'est un texte très très riche, et je crois que c'est ce qui fait sa réussite. Que vous l'avez accompagné, quand on a échangé ensemble sur le travail que vous avez fait, vous m'avez dit que ce qui vous avait fasciné, c'était la plasticité de ce conte et du déploiement qu'il permettait, parce que la particularité quand même de la collection, parce qu'on n'a pas parlé de la collection, c'est à la fois les exercices scolaires, mais il y a une très belle iconographie, il y a encore des compléments de texte, il y a des textes qui sont rattachés pour aller plus loin. Je vais vous expliquer un petit peu comment il a fait les choix. La collection Déclic, elle dit un peu à s'adapter à ces nouveaux publics de jeunes qui sont habitués à dire, à mettre de l'image, à écouter des textes avec du son, à regarder des vidéos. Donc, c'est une collection qui vise à accompagner ce changement médiatique, on va dire, et donc qui permet à travers les QR codes, les liens externes qui permettent de passer du livre à sa dimension multimédia, d'aborder le film également, donc de s'adapter à cette façon qu'ont les jeunes de lire qu'on est plus diverse. Donc je pense que c'est la force de la collection de permettre ce passage tel finalement les élèves sont habitués, les enseignants un petit peu moins. Donc cette maquette de permettre une lecture audio, le regard sur le film, sur le sport des arts, sur tous les compléments évidemment qui permettent ce que vous disiez, c'est-à-dire non seulement de lire le texte, mais d'être capable on va dire en début de seconde ou en milieu de seconde, d'être capable d'acquérir les compétences qu'un élève de lycée doit acquérir, donc effectivement des exercices scolaires. Et ça, cette édition permet cela. Mais à la base, il faut quand même un texte littéraire. Il faut en parler et l'étudier et l'annoncer dans le détail. Oui, j'ai vu que dans la collection, ça va lui permettre de faire le lien. J'ai lu que dans la collection Déclic, donc pour les collégiens, un des compléments de texte était un texte de Jean-Claude Rinder-Guimet. C'était un micro à l'œuvre, interne à l'œuvre, puisque, bien évidemment, la plus précieuse des marchandises peut faire écho au petit chapeau rompu. Et un texte dont on a parlé maintenant, et je trouve que ce qui est très, très passionnant, c'est justement quand on voit d'accompagnement pédagogique, c'est de montrer qu'il y a le cinéma, il y a la BD, il y a le théâtre, il y a le conte, mais il y a dans ces relations entre différents types de supports les mêmes fondamentales interrogations. C'était la constitution d'une expérience humaine, et je vais parler de l'humour, de la distance. Je crois que dans l'accompagnement, ça se sent très nettement de l'amener les élèves à ce type de réflexion. Je voulais juste demander à Marie ce qu'elle pense jusqu'au nord de ce lien plastique, c'est-à-dire entre théâtre, conte, univers du cinéma, univers de la BD, c'est dans lequel les jeunes d'aujourd'hui, je sais que les travaux de recherche que tu conduis sur le théâtre pour la jeunesse, tu as même posé forcément ces questions de passage d'un support à l'autre en maths. Alors, pour répondre à ça, il me faut aussi situer
le cadre dans lequel la question se pose. Les écritures théâtrales jeunesse aujourd'hui, je ne sais pas si je vous demandais à combien, en gros, vous pouvez évaluer ce répertoire. J'utilise le mot répertoire. À l'heure actuelle, c'est au moins 1200 pièces publiées. Donc c'est un énorme répertoire. Et à l'heure actuelle, et ça a été montré par un travail de recherche il y a quelques années, les maisons d'édition qui publient du théâtre survivent mieux, je vais poser les choses de cette façon-là, survivent mieux grâce aux ventes de pièces de théâtre jeunesse. Donc il faut le savoir, ça. Et ça a un rapport avec la réponse que je vais apporter à la question précise. Donc moi, j'ai travaillé, ça fait une 30aine d'années, donc que je travaille sur ce répertoire. Je suis tombée dans la marmite parce que j'enseignais en collège pendant longtemps, où j'ai d'ailleurs travaillé avec des enfants sourds. Et je vois que la chose est présente ici. C'est une expérience, et ça nous renvoie aussi à les pièces de Jean-Claude Grimbert. Donc c'est une chose qu'on ne valorise pas souvent, mais j'ai énormément aimé ce travail. Je referme la parenthèse. Donc j'ai travaillé dans la formation des enseignants. À ce moment-là, il y avait l'épreuve qui permettait aux enseignants de parler de littérature jeunesse. Malheureusement, ça a disparu, mais c'est le procès. Et donc, je suis tombée dans ce travail, et lorsque j'ai mené ma thèse et puis au-delà, pour moi, il a été très vite évident que le fait d'avoir travaillé avec des jeunes enfants me faisait ressentir toutes ces écritures d'une manière qui correspond à tout ce que nous avons dit là, aujourd'hui. Au cœur de la transmission, au cœur de l'enseignement, au cœur de la relation, je dis beaucoup ça aujourd'hui, de la relation entre les adultes, les vieux et les jeunes. Et alors aujourd'hui, je ne me dis plus, contrairement à ce qui était sur la couverture de mes livres, donc je dis peut-être pour les jeunes, parce que je suis convaincue que ce qui est pour les jeunes doit être aussi pour les vieux, ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Voilà. Alors donc j'ai travaillé à 2 ouvrages, plus de 250 analyses dramaturgiques, avec un index thématique, un index des niveaux, un index dramaturgique, c'est-à-dire comment c'est écrit, comment ça fait à la fois littérature et théâtre. Et les constats auxquels je suis arrivée, ils sont venus de ce travail-là, qui est un énorme travail. Hein. Les 2 livres, c'est 12 années de travail voilà, important. Et j'ai contribué, donc quand le premier volume est sorti, il n'y avait jamais eu de travail universitaire sur ces questions. Ce que je disais au travers de ça, c'est que la recherche en art du spectacle et en didactique de la littérature et du théâtre doit se préoccuper de l'analyse et du corpus de pièges jeunesse, non pas avec un certain surplomb de dédain ou d'ignorance, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance encore, et dans le milieu du théâtre et dans le milieu de l'enseignement par rapport à ce répertoire, mais au contraire, saisir à quel point c'est essentiel. Alors, le rapport au conte et à une forme de transmission, je dirais que tout ce que j'ai pu découvrir dans les fonctionnements de ces œuvres, dans les plus grandes, bien évidemment qu'il y a de mauvaises pièces jeunesse, mais il y a de mauvaises pièces tout court, il y a de mauvais romans, donc la question ne se pose pas. Donc dans toutes les grandes pièces, il y en a énormément du répertoire jeunesse. J'affirme aujourd'hui, je ne peux pas le prouver avec un camembert, vu je l'affirme, à l'heure actuelle, les écritures théâtrales jeunesse, d'une part, elles ont été en avance sur quelque chose qui est apparu 20, 30 ans après, avec Mouawad et d'autres, sur le rapport au récit. Dire que c'est maintenu dans la relation entre des adultes qui écrivent du théâtre en pensant plus ou moins consciemment aux enfants, à la réception par des enfants et des jeunes. Ce qui s'est passé entre ces adultes et les enfants et les jeunes, c'est une préservation du goût du récit. Et je trouve que Jean-Claude Grimbert, de ce point de vue-là, est vraiment un exemple, un grand exemple, mais ils sont nombreux. Alors, on va parler des pièces de la Shoah. Dans les pièces de la Shoah, je vais parler de Liliana Klein, qui n'a pas écrit pour les jeunes, qui a eu énormément de succès en son temps, qui aujourd'hui est totalement oubliée, mais moi j'essaie de faire en sorte qu'elle ne le soit plus.
elle a écrit une pièce, je l'ai apportée ici parce que je voulais que vous puissiez la manipuler si vous en avez envie. Elle a écrit une pièce extraordinaire, publiée au départ, pas du tout en collection jeunesse, il n'y en avait pas à l'époque. Bon, ça ne pouvait pas être publié en jeunesse, qui s'intitule Monsieur Fube ou le mal de terre. Le mal de terre, oui. C'est une pièce donc écrite par une femme extraordinaire, une grande écrivaine, une grande femme qui s'est affrontée à la question du récit de la Shoah, qui est avec le récit de la guerre, le récit des enfants soldats, dans les pires choses que l'on puisse dire du monde à des jeunes. C'est dans les pires choses. Un adulte est amené à dire aux enfants. Et donc, dès cette époque-là, elle a trouvé un moyen, et ça va rejoindre la question que tu posais, Jean-Claude. Le moyen qu'elle a trouvé, il est double. Il est d'une part la richesse du littéraire, du poétique, le détour de la beauté de la langue. Et la beauté de la langue, c'est dire aux jeunes, oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, il y a du mieux dans le pire, pour reprendre des phrases que souvent Jean-Claude. Et donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est ce que j'appelle aujourd'hui l'humour multicolore. Si vous avez envie de découvrir ce que j'ai pu évoquer comme réflexion là-dessus, vous tapez mon nom, vous allez chercher humour multicolore, vous tomberez sur un article qui est en accès libre dans une revue qui s'appelle L'Entre-deux. Je développe l'idée que le rapport à l'humour, ça n'est pas un petit procédé. C'est une question philosophique. C'est un positionnement philosophique de l'adulte par rapport à la question que pose le fait de s'adresser en tant qu'adulte à des jeunes, qu'on soit enseignant ou comédien ou metteur en scène. C'est accepter, donc en art du spectacle, on parle de la notion, en philosophie, on parle de la notion de détour, c'est-à-dire comment ne pas être paralysé par les malheurs du monde, par la noirceur du monde. Ça, c'est la gorgone qui nous paralyse, qui nous empêche de parler. Et donc, c'est affronter le regard sur le monde, mais pas l'affronter directement parce qu'on va être paralysé, mais l'affronter par des détours. Et le rapport à la jeunesse, c'est un de ces détours. Et l'autre détour, c'est l'humour. Et quand je dis humour, c'est au sens philosophique du terme, pas procédé, j'insiste. Et ce positionnement par rapport au monde, moi je pense que Jean-Claude Drinvert est parmi ceux avec quelques autres, j'ai cité Liliane Atlan, mais je pourrais citer aussi Sylvain Levet dans des œuvres beaucoup plus récentes. Vous vous souvenez peut-être de cette jeune américaine qui s'est fait photographier, qui s'est fait prendre en photo sur TikTok, je ne sais où, avec un pull rose en mohair devant Auschwitz. Et Sylvain Levet m'a fait une pièce qui repose exactement sur ces ressorts-là. Lui, grand côtoyeur de jeunes, je peux risquer le mot, et donc il affronte ces questions de fond que souvent les adultes ne savent pas, auxquelles ils ne savent pas répondre. Et il confronte cette question grâce au ressort de l'humour dans le sens dire la noirceur, mais sans jamais désespérer ni le jeune, ni au passage le vieux. Moi, j'aurais d'ailleurs une question à poser à Jean-Claude. Je vais t'en donner ma micro. Oui. Nous nous étions rencontrés il y a très longtemps. On avait échangé à l'occasion donc de mes livres, j'ai demandé des contributions, des réflexions à des auteurs. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était pour l'établissement du mot d'auteur de Jean-Claude Grimbert dans ce livre. Et cet échange vous avait amené à dire « Écrire pour la jeunesse, c'est donner de l'air ». Et il y a aussi ceci dans le fond de nos échanges. Le théâtre est un laboratoire de démocratie. Quand je vais voir le travail réalisé par des classes avec mes pièces, je trouve cela formidable. C'est ainsi qu'un jour un enfant, etc. Cette idée de laboratoire de démocratie, moi j'avais envie qu'on l'associe à la réflexion sur le conte. Le conte, c'est le contage, c'est s'adresser, c'est raconter le monde. Donc, comment est-ce que
par rapport à l'histoire de votre relation à l'écriture théâtrale en direction des jeunes, qui au départ était un hasard, là aussi, c'était pas en bas de chez vous, mais c'était aussi un hasard. Comment aujourd'hui, après tout un parcours et dizaines de pièces, C'était au bas de Long. voilà. Comment vous me regardez ce parcours au travers de ce que je viens de dire sur le rapport à l'humour et la nécessité de dire le monde? Allez, Reto. Moi, je ne suis pas dans ce fonctionnement. C'est-à-dire que si je réfléchissais, si je me posais les mêmes questions que vous vous posez, je n'écrirais pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Et c'est peut-être ce qui est le plus dommageable pour les enfants, c'est qu'on cherche à enseigner, alors qu'il faut chercher à leur donner la joie d'inventer, de raconter, de vivre. C'est-à-dire, si on demande à un enfant de raconter une histoire, il va vous raconter une histoire. Il va pas se dire, qu'est-ce que je dois raconter comme histoire? Et voilà, si vous parlez à un enfant, vous pouvez parler de la Shoah, comme ils disent aujourd'hui, de la même manière qu'à un adulte. Simplement, vous avez votre inconscient mesure qu'on ne dit pas les mêmes mots, qu'on n'a pas la même voix quand on parle à un petit et quand on parle à un grand. Voilà. Alors donc, ce que je constate, moi, c'est que il n'y a pas à Paris, c'est une capitale de la culture, il n'y a pas un théâtre pour la jeunesse digne de ce nom dans tout Paris. Dans toutes les capitales du monde qui mange à sa faim, il y a des grands théâtres. Voilà. Quand j'allais en Allemagne de l'Est, je me suis retrouvé dans un théâtre, mais c'était comme la Comédie Française, à part que c'était pour les enfants. Voilà, la magie du théâtre et tout ça. Donc, je vais dire quelque chose d'affreux, la chance que j'ai eue, c'est de quitter l'école à 14 ans. C'est qu'on me rejette du système scolaire, que je ne cherche pas à faire et que je rencontre des gens. J'ai rencontré 18 patrons, je me faisais virer de partout, je ne voulais rien faire. Voilà. Mais c'est ces 18 patrons qui m'ont appris l'humour. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils m'ont appris, ils vivaient l'humour permanent. Voilà. Et un jour, je sortais des chiottes, moi je lisais dans les chiottes. Et donc je sortais des chiottes et la patronne est rentrée, elle a dit, il a mal tiré la chaîne. Donc j'ai dit, bah, je tire la chaîne, normalement c'est votre chaîne qui marche pas si c'est maintenant. Alors il a réfléchi, le patron, il m'a dit, je préfère que tu fasses ce que tu fais ici chez toi. Bah, d'ailleurs, j'ai plus le droit d'aller au chiot. Donc il m'a viré très vite. On peut pas dire. Moi, j'ai rencontré des tas qui étaient professeurs de théâtre, voilà, qui étaient auteurs et professeurs de théâtre. Alors, ils expliquaient ce qu'était l'humour. Mais dans leur pièce, il n'y avait aucun humour. Moi, je ne parle pas de celle-là. Non, mais je parle pas des pièces pour enfants. Non, c'était la Révolution, c'était le truc, moi aussi, j'aurais voulu faire la Révolution. Mais j'étais obligé de dire des conneries parce que je savais que la Révolution, c'était pas formidable quand même. Et alors, en fait, en entendant ça, je le dis qu'on entend exactement ce qui répond à la question que tu posais, Jean-Claude, à savoir que le goût du récit, le goût du contage, c'est un goût de la simplicité de la relation de deux voix, la voix de l'auteur et la voix qui se fabrique de celui qui reçoit, qui refait l'œuvre, qui la vit. Et là, on est bien d'accord sur le fait que, moi, je fais partie d'un groupe de didactique qui travaille là-dessus. Enseigner la littérature et le théâtre, c'est enseigner la vie et l'émotion. Le petit chaperon rouge, ça fait 3 pages. Et il est d'ailleurs, c'est une excellente transition. C'est la meilleure position on peut imaginer. Ça fait 3 pages. C'est-à-dire ce récit que tout le monde,
Alors, il y a des différentes versions et tout. Non, Mais c'est 3 pages. Le sommet de la littérature enfantine et adulte, ça fait 3 pages. Voilà. Bon, ben, aujourd'hui, si vous écrivez, alors il y a les contraintes. Moi, j'ai écrit des pièces très courtes, en toute inconscience. Après, je me suis dit, après, l'auteur de théâtre a dit, c'est trop court. Donc, je vais essayer de rajouter. Ben, je ne pouvais pas. L'inconscient avait été plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il avait serré les boulons. Une pièce écrite en 20 minutes qui s'appelle Maman revient pour orphelin. Tout le monde me disait, ah, mais il y aurait juste 2-3 scènes en plus. Alors, j'essayais de mettre les scènes et ça. Impossible. Donc voilà, c'est pas moi l'auteur. C'est quelque chose qui m'a fait écrire. Dans le cas de Maman revient, c'était la douleur dans laquelle j'étais plongé après une opération de l'œil et tout ça. Mais j'avais l'impression que je n'étais pas l'auteur de ça. Et à chaque fois que je le lis, je suis étonné. Qui a écrit ça? Voilà. Vous lisez la moindre page de Kafka, là, je viens de lire un petit dialogue entre un père et son fils. Il n'en était pas content puisqu'il a arrêté. Voilà, c'est 2 pages griffonnées sur un coin de table qu'il a rejeté. Les autres ont ramassé et tout. Et vous lisez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Mais il n'avait rien dans la tête. Il avait une douleur vis-à-vis de son père, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de... Et puis sa maladie, voilà, la tuberculose, fait partie du génie de Kafka. Sans tuberculose, peut-être que ça, il aurait écrit des trucs sur les sportifs. Voilà. Donc c'est ce qu'on doit transmettre aux élèves, c'est le désir de raconter, le désir de faire rire, le désir et effectivement, de qualifier un peu le rire, c'est pas des vannes, c'est d'essayer de toucher son voisin et de lui. Voilà. La phrase qui résume tout ça, c'est Shalom Aleichem qui l'a dit, c'est écrire comme on tend la main. Oui. Et ben c'est ça le travail des auteurs, qu'il soit pour les auteurs de théâtre. Après que le marquis de Sade écrive pas pour qu'on... Je dis pas qu'on est obligé. Je dis que quand tout va bien, on peut être le marquis de Sade, même si tout n'allait pas bien à l'époque. Quand tout va mal, pour les enfants, surtout si on parle aux enfants, il faut leur donner envie, simplement, de vivre et d'être heureux dans ce monde-là. C'est-à-dire, c'est pas leur masquer le monde, mais voilà, leur donner envie, pas d'apprendre de s'exprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut exprimer quand on ne sait rien? Beaucoup de choses. Pour boucler cette réflexion vraiment passionnante, mais essentielle, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'en France, en tout cas, l'ensemble du théâtre a très mal négocié, en tout cas c'est mon analyse, a très très mal négocié l'après-guerre, s'est enfermé dans... Alors il en est sorti des choses remarquables, c'est certain, mais s'est enfermé d'une certaine façon dans quelque chose de sans doute très négatif par rapport au monde, avec une déstructuration des formes qui a donné des choses intéressantes, mais où on a perdu le goût de raconter. Et quelqu'un comme Mouawad, quand il est apparu et on comprend pourquoi il plaît tellement aux jeunes, c'est que lui avait bien sûr à retrouver le goût du récit, le goût du ponte, donc de l'adresse, donc de la main tendue. Et c'est sans doute ce qui explique la grande réussite des collections jeunesse et des pièces jeunesse. Je voudrais juste dire un mot sur l'idéalateur. Effectivement, c'est le fait qu'elle ne soit plus jouée, le fait qu'elle soit oubliée. Bon, alors je pourrais parler d'autres auteurs, mais j'ai connu Liliane, qui était une femme très difficile, et qui a commis une pièce.
moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça formidable. J'ai dit, c'est injouable. Puis après, je l'ai vu jouer. Voilà. Il fallait qu'elle rencontre un metteur en scène qui trouve le système pour jouer la pièce. Et je pense qu'il y aurait des tas de gens qui auraient raison de s'intéresser à ça et de trouver une forme. Alors, maintenant, ils font des projections, maintenant, ils font des trucs, maintenant, ils font des trucs. Elle a écrit quelque chose qui se jouait avec très peu d'éléments. Voilà. Le metteur en scène avait trouvé, puisque tout se passe dans un camion, il avait mis le camion presque ouvert. Et donc, on voyait l'intérieur du camion. Mais, comme au théâtre. Et moi, je me disais, mais on ne peut pas voir l'intérieur d'un camion, puisque c'est fermé. Voilà. Donc, C'était et c'était un des premiers spectacles qui parlait de la Shoah et qui était inspiré par Korczak. Et voilà, ça a été... alors, Korczak, tout le monde a voulu écrire sur lui, elle aussi, et elle a trouvé cette solution, c'est que celui qui raconte, ça n'est plus un juif, c'est un soldat allemand. C'est une pièce extraordinaire. Oui, oui. Fabuleuse, extrêmement bien écrite. C'est de la poésie à l'état pur, de la poésie active et puis de la force du rire dans cette pièce aussi. Très étonnante. Lisez-la, cette pièce, surtout si vous enseignez en troisième ou en second. Même si vous m'avez pris un peu ma transition, je vais venir à ma transition. Le petit chaperon U, puisqu'on vient de parler de conte, est bien sûr publié dans la collection des ateliers Actes Sud, dont on va parler maintenant. On disait, le conte de Perrault fait 3 pages. La pièce de Jean-Claude, le petit chaperon U, fait plus de pages, mais c'est une pièce extrêmement courte. Je voulais demander l'édition Marie-Astrid Claire, qui a fait le même travail que Olivier, d'accompagner pédagogiquement de présenter bien sûr la collection rapidement. Et puis je sais que je vais vous dire que je suis allé à l'école normale d'Auteuil, parce que c'est comme ça que je l'appelle moi, qui est l'Institut national supérieur de professeurs, où Marie-Astrid enseigne, elle est formatrice, comme Olivier le formateur enseignant, et que j'ai vu le travail des futurs professeurs, stagiaires, que Marie-Astrid avait, et à qui elle a fait travailler le petit chaperon, pas qui a fait lire le petit chaperon, qui ont lu jouer le petit chaperon. D'ailleurs, sur l'estrade de moi-même, il y a au moins 50 ans, j'ai essayé de faire des petites choses, et j'ai trouvé que c'était un travail formidable de transmission. C'est-à-dire, je me suis dit, peut-être rien n'est plus important finalement que ces questions de formation aujourd'hui qui sont quand même le vrai souci dans l'éducation, c'est bien la mission de la fondation. Et là, j'étais heureux en ressortant. J'ai habillé Jean-Claude. J'ai vu des jeunes profs qui étaient en train de canalier, de jouer le petit chaperon rue. C'est peut-être ce qu'on appelle un classique. Voilà. Alors, je vais laisser à Marie-Astrid le soin de présenter le travail qu'elle a fait et surtout les étudiants professeurs qu'elle a à Descartes. Alors, à vrai dire, je commence par une question. Est-ce que mes étudiants, enfin, ils sont d'accord. qui sont ici, ils sont prêts à jouer, ils peuvent bien jouer 2 scènes. Est-ce que ça peut être absolument ça? C'est ce que j'attends. Eh bien, à peu près, ils arrivent. C'est ce que nous attendons. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, petits enfants. Ici votre vieil oncle Folfi qui raconte histoire. Histoire pour vieux temps. Histoire petit chaperon. Chaperon. Histoire petit chaperon. Ah. Histoire petit capuchon. Vous connaître? Oui. Oh, ça fait rien. Paul raconte quand même. Silence! Fixe! Repos. Wolf commence. Il y avait une fois, non pas un marchand de foie, dans fil de foie. Il y avait petite fille village. Tiens,
Elle arrive. Bonjour, bonjour, je suis une petite fille de village, toujours vêtue de rouge, si bien que tout le monde au village m'appelle le petit chaperon. Pardon. Petit capuchon. Bonjour monsieur, Caporal-chef Wolf. enchanté, chaperon rouge. Document. Comment? Document. Laissez-passer, papier, Ausweis, permis, carte de séjour, carte d'immatriculation, carte bleue, verte, grise. Exécution. Pourquoi je passe ici tous les jours, on me demande jamais rien? Aujourd'hui, montre document, tonton Wolf. Pourquoi? Parce que loi. Moi? Loi dit montre document. Caporal-chef Wolf, exécution. Et c'est la loi depuis quand? Ce matin. Où habite Mère Grand? C'est un secret. Pas de secret pour Wolfie. Papa, maman m'ont dit de le dire à personne. Papa, maman, Uf aussi? Je crois pas. Si. Si toi, Uf, Uf. C'est comme ça que ça marche? Si Uf, Mère Grand Uf, et tout? Pardon? Uf aussi. Où habite Mère Grand? C'est un secret, je vous dis. Elle habite plus là où elle habitait avant. Elle se cache? Voilà. Pourquoi elle se cache? Je sais pas. Pour jouer? Peut-être. Wolfie veut jouer avec Mère Grand, petite Uf, capuchon jaune. Toi, ça va, où se cache Mère Grand? Bien sûr, puisque j'y vais et qu'elle m'attend. Petite Uf traverse les bois? Voilà. Autre côté du bois, Mère Grand, caché. Voilà. Et elle ouvre à personne sauf à moi. Na. Toi, c'est quoi? Wolf trouvait toi très mignonne, très élégante, avec petit capuchon jaune cacadois fourni gracieusement par gouvernement à moi. Qu'est-ce que vous allez faire de mon capuchon rouge? Parent à toi, venir récupérer capuchon demain. Wolf envoyé gardien avec convocation adresse petite U. Parent petite Uf pas caché? Ils n'ont pas le temps de jouer, ils travaillent. Travail fini pour Uf. Pourquoi ça? Uf interdit travail. Et comment Uf vibre? Uf toujours débrouillard, trafic, tralala, tout ça. Bon, monsieur Wolf. Wolf, caporal Wolf. Je dois partir, Mère Grand m'attend, elle a rien mangé depuis longtemps et elle doit se faire du moro pour moi. Voilà, bravo. Ça nous restait, j'aimerais que vous présentiez le travail que vous avez fait, bien sûr, dans cette collection, ce joli petit classique qui s'appelle les ateliers Actes Sud, où vous avez accompagné pédagogiquement le petit chasseur en russe et donc fait travailler ses futurs professeurs. Voilà. Oui, alors c'est la 3e pièce de théâtre, à va dire, pour laquelle je travaille pour Actes Sud, pour l'édition Atelier d'Actes Sud. Auparavant, j'avais travaillé sur le Mari des Grenouilles et Ikeox. Ikeox qui me paraît une pièce très utile aujourd'hui à niveau. Enfin, je pense que vraiment c'est une pièce sur laquelle j'ai envie de faire travailler des élèves aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que le travail que j'ai fait pour cette maison d'édition grâce à Tifel Perry qui est ici m'a semblé vraiment intéressant, et c'est vrai que de mettre côte à côte Le Petit Chaperon Rouge de Perrault, qui est un texte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul Grinvert, absolument merveilleux, magnifique, d'une concision, une précision, une efficacité folle, et justement avec tous ces creux, tous ces vides et espaces d'interprétation très grands, et qui font qu'on lit aujourd'hui Le Petit Chaperon Rouge d'une manière bien différente, celui de Perrault, d'une manière bien différente qu'au XVIIe siècle. Et donc ça, encore, c'est le classique qui dit plus qu'il ne voulait dire au départ. Et donc, voilà, j'ai proposé effectivement, alors que je coulissais le travail sur cette édition, à mes étudiants
de l'ISP, qui sont donc des futurs professeurs, L'INSP étant l'Institut national supérieur de professorat. futurs professeurs de lettres derrière moi, Antonin et Adèle, futur prof des écoles. Et donc, on avait un groupe d'ateliers en Master 1, un groupe d'ateliers d'improvisation et de théâtre. Et donc, un beau jour, je me demandais un peu comment on allait organiser notre atelier ce soir-là. Et puis, j'ai sorti de mon ordinateur les pièces, les deux pièces, à vrai dire, parce qu'on a joué les deux textes. Et c'est vrai que ça a marché génialement tout de suite. Mais c'était vraiment... vous disiez tout à l'heure, Jean-Claude Grimbert, que la pièce de Liliane, j'ai pas son nom. Non, pardon. De Liliane Atlan vous allait sembler injouable. Pour être honnête, moi, quand j'ai vu la pièce Le Petit Chaperon Hugues, je me suis dit comment ça pouvait être joué au collège, par exemple. J'ai été prof de collège très longtemps. J'avais un peu peur de cette syntaxe, de ces énumérations complexes. Et puis, évidemment, il y a beaucoup d'implicites, de références qui échappent parfois aux plus jeunes. Enfin, en tout cas, qui méritent un accompagnement. Mais là, je les ai vus jouer génialement en 2 secondes. Là, c'est sûr, ils sont plus vieux, ils sont très doués. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que les étudiants, là, ont joué devant des CM2 et ça a été génial. Absolument génial. Et ils ont absolument compris, mais bien plus finement que beaucoup, de quoi il était question dans ces 2 pièces. Et c'était formidable. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette pièce que j'ai accompagnée, et voilà, récemment, quelqu'un m'a dit, mais Le Petit Chaperon Hugues, en 6e, est-ce que c'est pas si dur? Je comprends qu'il puisse y avoir de la réticence quand on est prof de français parce que, justement, cette langue, enfin voilà, il y a plusieurs... il y a des choses qui paraissent peut-être pas si évidentes, mais qui sont, à mon avis, enfin voilà, ça vaut vraiment la peine de le jouer. Et nous avons suivi vos conseils, c'est-à-dire que nous avons utilisé plusieurs chaperons et quand on avait échangé tous les deux pour une interview, plusieurs chaperons et plusieurs loups. Et ça, c'était vraiment génial aussi parce que... C'était votre idée. En fait, c'est vrai que ne pas avoir un loup qui soit toujours le même, avoir parfois une femme, là, ici, on a un loup très doux et un chaperon très chaperon, mais on a eu aussi une jeune femme blonde en pantalon de cuir qui faisait le loup et ça marchait super. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien que chacun puisse trouver son propre loup, comme vous disiez aussi dans notre échange, et voilà, que cette pièce, elle est prête à toutes les interprétations. Et si je peux encore ajouter quelque chose, je suis très longue. C'est vrai que quand on a mis en scène cette pièce, à un moment, les étudiants m'ont demandé, quand on réfléchissait au costume, et un de mes étudiants m'a demandé si le tissu jaune qui doit être arraché, le tissu rouge qui doit être arraché pour être remplacé par un tissu jaune, il m'a proposé un tissu qui était un kéfier. Et je dois dire que voyant ce kéfier, je me suis dit non, ça c'est pas possible, on peut pas mélanger, ça me semblait pas une bonne idée. Mais néanmoins, je trouve tout de même que c'est intéressant de savoir ça parce que ça veut dire que comme un grand texte de littérature, eh bien chacun peut y lire ce qui non pas n'importe quoi, mais en tout cas il peut y lire mais c'est d'autres choses. Ouais. Ben, c'est toujours dangereux, c'est comme il y a une concurrence maintenant entre c'est-à-dire que chacun veut établir un génocide de bon. C'est des problèmes mathématiques. C'est affreux à dire et je pense que il faut essayer de préserver les enfants de cette guerre-là. Maintenant, je voudrais raconter comment j'ai écrit Le Petit Chaperon. Je le raconte à chaque fois. C'est une dame de France Culture qui un jour m'appelle. J'avais dû déjà travailler pour eux 1 ou 2 fois.
et qui me demande si j'accepterais d'écrire une pièce de 25 minutes pour les enfants sur la Shoah. Alors je lui dis certainement pas. Et je raccroche. Et c'est ça qui m'a travaillé. Et c'est cette absence de sollicitation et de commande qui font que les choses sont tellement difficiles en France pour les auteurs. Par exemple, en Angleterre, c'est pour ça que j'ai écrit Le Petit Violon, c'était une année où chaque théâtre subventionné devait créer, c'est-à-dire la subvention arrive par enveloppe scellée. Voilà. Alors, sur une des enveloppes, c'était marqué à ouvrir pour monter une pièce inédite pour la jeunesse. Voilà. Donc, à ce moment-là, ils pouvaient ouvrir, sortir le pognon et donc, ils cherchaient tous des pièces. Et ce copain anglais a eu l'idée de me demander à moi. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a fait écrire Roi Jeunesse. Donc, l'idée de la sollicitation, l'idée de la commande, l'idée du besoin fait naître les œuvres. Voilà. On peut aussi, bien sûr, on peut dire aussi que Molière était exactement dans ce cas-là. Il devait écrire, il avait une troupe, il devait produire, le roi attendait, tel jour il fallait avoir une pièce nouvelle, il n'était pas question de jouer ce qu'on avait joué l'année dernière ou il y a 2 mois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre à propos, voilà, c'est ça le problème des vieux, c'est qu'ils s'engagent dans une voie, puis après dans l'autre. Tu avais écrit la pièce. Comment? Tu me racontais comment tu as écrit Oui. cette pièce. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a fait, à partir du moment où j'ai pensé au Petit Chaperon, et puis il y a eu, puisque Crédus est là, il allait voir un acupuncteur chinois. Et il avait mal au ventre. Alors il s'effleure de son ventre à l'acupuncteur, qui devait venir d'arriver, et qui l'a piqué, tout ça, et la fois d'après, alors, Serge lui avait raconté qu'il était juif. Voilà. Et cet acupuncteur chinois, la séance d'après, lui a dit que mangent les ufs. Il a dit pardon. Que mangent les ufs. Donc, voilà. Et donc, ça a donné alors un récit d'un côté, une sollicitation de l'autre, ça fait qu'une pièce naît. Et il ne faut pas croire que c'est difficile. Voilà. Si ça avait été difficile, je ne l'aurais pas écrit. Donc, il faut se trouver dans une certaine circonstance qui fait que ou on est porteur d'un truc qui doit sortir, ou la conjonction fait qu'on a un truc vite fait, bien fait, et qui est fait avant même de... voilà. Alors après, c'était le problème de la fin. Est-ce que je vais jusqu'au bout? Est-ce que je trouve... Voilà, on traite. Mais c'est un plaisir très grand de participer avec des moyens aussi simples à l'évocation du génocide. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les enfants peuvent très bien entendre ça et puis rire et puis sans avoir un goût de cendre dans la bouche. Et que les adultes peuvent très bien entendre et avoir de la cendre dans la bouche. Voilà. Oui, c'était amusant de voir que le jour où on a joué, hein, où vous avez joué, les rires n'étaient pas les mêmes. L'après-midi avec les Znéiette, le CND et tout le monde a adoré, hein, enfin, mais c'était pas les mêmes rires et que il y avait des choses qui faisaient rire les enfants, qui étaient plutôt que de voir, par exemple, un
un personnage sur scène avec une robe qui était un garçon et ça les surprenait. Enfin, voilà, il y avait des choses comme ça qui ont pas du tout fait rire les adultes, mais eux, ça les faisait rire. D'entendre la voix de la grand-mère qui faisait son personnage très un peu inspiré de vous. D'ailleurs, quand je vous ai entendu sur lire cette pièce, donc oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes rires. Moi, j'avais juste envie de revenir à la question de tout à l'heure sur le récit, parce que Jean-Claude, vous mentionniez la fin du Petit Chaperon. Oui. Alors moi, j'ai eu l'occasion de travailler pour le numéro dont nous n'avons pas parlé, le numéro 14 de Théâtre Aujourd'hui, qui est un très, très beau numéro. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'interroger sur les fins dans les pièces jeunesse de Jean-Claude Drabert. Et il m'est venu une expression, et je vous invite à aller regarder votre réaction de lecteur et puis d'acteur, entre guillemets, par rapport à cette pièce et aux autres. Il y a quelque chose de très particulier dans les pièces de Jean-Claude Drabert qui est lié au fait que le chemin du récit est plus un chemin qu'un aboutissement, et que le récit est plus dans le cheminement que dans l'aboutissement final. Et ce qu'on pourrait considérer, moi, de temps en temps, ça m'était venu aux oreilles comme un problème ou une faille dont on ne sait pas quoi faire. Moi, je trouve passionnant d'aller analyser ça précisément en termes philosophiques, en termes esthétiques, ce que ça dit de la parole sur le monde. Et je trouve que ça ouvre des portes. Voilà. Ouvrons-les. C'est vraiment... Peut-être Bourrette. Oui, on aimerait bien avoir vos réactions et futurs enseignants de lettres d'école sur une expérience que vous avez vécue cette année que j'ai beaucoup aimée. Toi sur mes épaules. Alors, mais justement, pour revenir sur... Sur cette question de l'accomplissement, c'est vrai que, par exemple, on avait du mal à savoir comment on finit la pièce. Comment est-ce qu'on danse, même le jour de la représentation. On a un peu improvisé notre danse, c'était pas la même le soir et la même avec les enfants. Et justement, c'est quelque chose de beau, de pas finir une histoire, de quelque chose qui n'a pas une fin. Et justement, de traiter la question du génocide, où on évite justement le côté affreux de la fin, de la tragédie, en fait, qui peut se produire. En fait, si le Petit Chaperon Rouge finissait comme le conte de Charles Perrault, bah, ça serait horrible à lire pour les enfants. Et justement, avec la question du détour, on peut totalement l'aborder en lettres. On peut même créer, vu qu'il n'y a pas cette fin, on peut même faire des ateliers d'écriture. En fait, les enfants peuvent se l'approprier. Hein, comme disait Jean-Claude, justement, c'est quelque chose de facile qui est à reproduire, de détourner le conte de Charles Perrault. Et les enfants peuvent, avec leur vision du monde, justement, produire quelque chose, se créer une posture de dramaturge ou même d'acteur, parce qu'ils vont pouvoir jouer. Enfin, il y a tout un... Là, j'ai plein d'idées en tête que j'ai hâte de faire en M2. Alors, C'est le rôle de la forme. Vous avez raconté, vas-y, quelque chose à propos d'Ikeox. Un jour, j'ai reçu une invitation de l'école alsacienne, une classe qui n'était pas une classe terminale du tout, hein, qui était une classe, je pense, collège, quoi. Ils avaient vu une représentation d'Ikeox qui s'était jouée au Rond-Point et ils avaient décidé d'écrire une suite. Donc, ils m'ont invité pour faire la suite. Alors donc, Ikeox, c'est la mise à l'écart de Dieu. Donc, ça commence là où la pièce finit, c'est-à-dire un monde sans Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin de leur version? Ils ont réintroduit Dieu et les grands prêtres. Voilà. Ça veut dire que c'est difficile de s'en passer. Voilà. Et ça m'avait... Et ils aimaient beaucoup la pièce, au point de dire on va faire la suite. Mais la suite était exactement le contraire de ce pourquoi j'avais écrit la pièce. Ils m'ont demandé ce que j'en pensais, j'ai dit c'est magnifique.
Mais il faudrait peut-être apprendre à se passer d'une présence qui commence à être encombrante. C'est bien quand il y avait 4 personnes sur Terre, la présence de Dieu était absolument indispensable. Mais maintenant, avec quelques milliards d'affamés et de gens sur les bombes et des trucs, peut-être reconnaître que N'est pas c'était pas indispensable, peut-être s'en passer. même si les 4 premières personnes, Alors, si on passait, je voulais vous raconter une histoire qui est une histoire d'enseignant. Voilà. Il y a très longtemps, j'ai reçu une demande d'une jeune femme qui était institutrice dans une école privée catholique. Et elle voulait que je vienne parler avec ses élèves du petit violon et de ma première pièce pour la jeunesse. Donc je lui ai dit, mais pourquoi pas? Quand j'ai pris un taxi, j'étais dans le 16e. Je suis dessiné comme une forteresse. Et je suis arrivé dans une classe où tous les enfants étaient blonds. Les petites filles étaient blondes, les jeunes garçons étaient blonds, et il y avait une petite fille. Alors, doit-on dire noire ou noire de peau, mais qui avait l'air d'être habillée comme les blondes. Voilà. Elle avait l'air d'une blonde, mais toute noire. Et puis, on a parlé du petit violon. Les enfants ont posé des questions. Alors, ils avaient des prénoms étranges. Ils s'appelaient Bertrand de je sais pas quoi. Ça m'a fait rire, quoi. J'étais chez les blonds, quoi. Et la jeune femme, qui était vraiment très, très, très prévenante, très, très gentille, très, très, et qui déjà me considérait comme un auteur de chef-d'œuvre, voilà. Oui, c'était tellement encore plus compréhensible, hein, c'est ça. Et donc, elle m'a raccompagné, elle m'a fait traverser la cour, et elle a dit, mais en fait, c'est pas pour ça que je voulais que vous veniez. Ah, je dis, mais pourquoi? Ah, j'aurais aimé que vous parliez, qu'on parle ensemble du petit chaperon Yves. Je dis, va, écoutez, moi, je suis tout prêt à revenir. Maintenant que je connais le chemin, elle dit, mais j'ai peur. J'ai dit, mais de quoi vous avez peur? Elle me dit, des parents d'élèves. Bah, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents d'élèves, à propos du petit chaperon? Ne pas aimer qu'on parle de ça. Ah. Et là, c'est une sorte de résumé de ce qui différencie l'école de la République et l'école Taudet. L'école de la République, si tout se passait bien, serait dirigée par la République, par un esprit républicain, et pas par Dieu, par l'intermédiaire des parents d'élèves. Alors, 2-3 ans après, cette jeune femme m'a envoyé une lettre me disant qu'après ma visite et qu'après notre discussion, je ne me souviens pas avoir discuté de quoi que ce soit, sinon d'avoir parlé un peu de ma vie aux élèves. Voilà. Elle a formé un groupe d'enseignants du privé catholique. Et ils ont été à Jérusalem faire 3 semaines de stage sur l'étude de la Shoah. Voilà. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'en fin de compte, ces rencontres, ces trucs, le fait que je lui ai dit de ne pas avoir peur et tout, puis après, elle m'a tenu au courant, elle fait une sorte de carrière dans l'enseignement catholique, mais là, elle chapeaute absolument les enseignants en ce qui concerne la culture pour toute la France. Voilà. Donc, les rencontres, quelles qu'elles soient, entre ça te donne l'air d'un crapaud que je ne devais pas oublier de ma vie, c'est joli, tu as l'air d'un crapaud.
Et tous les autres élèves faisaient, mais elle sait même pas lire, mais qu'est-ce qu'elle dit comme bêtise et tout. Elle me regardait avec amour, elle aimait les papos. Oui. Mais le texte de Max Jacob, je crois même que c'est vous qui m'en avez parlé. Oui. Le poème de Max Jacob sur Paco. Ben oui. Juste pour terminer, parce qu'on a atteint, je pense, la limite de notre rencontre, je voudrais te demander à Marie ce que tu penses de cette question de la peur, de la transmission, parce que quand même, autour du texte d'Arès dans ses classiques, encore une fois, il faut remercier l'édition scolaire. Non, les éditeurs, hein. Les éditeurs, bien sûr, les éditeurs de faire le travail qu'ils doivent. Et de le faire avec Cet accompagnement. voilà, le talent, et je fais appel à de mêler des dessinateurs, de mêler voilà, d'essayer de donner une sorte voilà, de soutien, de chef-d'œuvre, Bien entouré, alors, bien entouré et bien accompagné. Alors, cette question de la peur telle qu'elle est aujourd'hui, diffuse, mais réelle comme Oui, alors je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse faire la différence entre le fonctionnement dans l'école privée et le fonctionnement dans l'école publique en matière de fraude par rapport à certains sujets. Moi, je l'ai vécu par une association dont je suis présidente qui a eu des problèmes. Alors, ce qu'il y avait, oui, était à la page ce qu'il y avait dans certaines pièces des choses qui ne me plaisaient pas à des parents. Je vais répondre, je vais aussi faire dans l'anecdote. Je vais répondre par une petite anecdote. J'ai assisté à la présentation en cours de travail de la mise en scène par Gervais Gaudreau de la pièce de Suzanne Lebeau, Le bruit des eaux qui craquent, qui est une pièce qui aborde la question des enfants soldats, une question dont on ne parle pas beaucoup. Mais enfin, pour la grand-mère que je suis, je trouve que c'est un sujet qui peut nous faire honte d'avoir à transmettre ce monde-là à nos jeunes. Et donc, cette pièce pose toutes sortes de questions, en particulier dans l'adresse. Quand on l'analyse, on se rend compte qu'on peut se méprendre. Ça n'est pas une accusation des adultes du tout. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Mais les adultes ont tendance à la prendre comme ça. Et je pense que le ressort de la peur, il est là. Alors, je finis mon anecdote. Les adultes qui assistaient à cette présentation de travaux, en cours de nos enseims, ont été très, très violemment dans le rejet, par peur, de la simple idée de pouvoir travailler avec leurs élèves. Et je revois encore 2 gamines, j'enseignais pour partie en collège encore à ce moment-là, donc 2 gamines donc 2 jeunes filles qui devaient être en 5e ou en 4e. Il y en a une qui a bondi de son siège en regardant les adultes qui venaient de dire leur peur. Et elle leur a dit, mais de quel droit vous voulez nous empêcher qu'on nous parle de ça? Eh bien, je pense que ça répond à la question. C'est ce qui me fait dire souvent que le théâtre pour les jeunes pose problème, parce que souvent, ce sont les adultes qui ne sont pas capables de recevoir ces pièces. Quand elles abordent des questions de fond, et un enfant, on le sait, un enfant, c'est un métaphysicien. Alors, ça se perd un peu avec l'âge. Les ados le sont peut-être moins que les enfants de 8-9 ans, mais il suffit de gratter un peu, ça revient. Et les questions métaphysiques de fond sont très, très présentes dans les écritures jeunesse. Les adultes ont facilement peur de ça. Et peur aussi de se laisser aller, ça rejoint la question du récit, de se laisser aller dans les formes de récit où il faut un peu lâcher prise. Moi, je dis faire la planche. Il y a 2 choses qui font peur, c'est ça. Être obligé de faire la planche, éventuellement de se reconnecter avec son rapport personnel, intime à l'enfance. Et l'autre chose, c'est la peur d'aborder des questions de fond. Moi, ma réponse comme didacticienne et comme pédagogue et comme amoureuse du théâtre, c'est de dire si le théâtre et les enseignants n'abordent pas ces questions-là, qui va les faire? Qui va le faire? Donc, oui, il faut le faire. Et ne pas avoir peur. Après, il faut savoir aider les parents à rentrer dans tout ça. Et le mode de travail, c'est une histoire de main tendue, ça marche
font prêt avec les parents. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, c'est pas toujours facile, mais faut s'en donner le moyen. Ok, merci beaucoup. Juste deux mots du caméraman sur le petit chaperon U. Jean-Claude a filmé quand vous avez fait une lecture il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus où exactement, c'est au musée du judaïsme. J'ai beaucoup d'amis au Québec et j'ai envoyé ce petit film à une dame qui dirige un théâtre et des spectacles pour les enfants. Elle a trouvé ça absolument formidable. Et elle m'a dit, je ne peux pas monter ça à Montréal aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas le contexte exactement, etc. d'elle. Mais en tout cas, elle est déchirée pour l'instant. Mais j'espère pas de la convaincre. Ce sont des gens qui, je parle pas d'elle, mais les gens pour qui elle monte des spectacles, les spectateurs, c'est sûr. Et c'est bien ça la crise, c'est que l'histoire n'existe plus. Il n'y a que l'instant. Pas. Tout a commencé le 7 octobre. Toute l'histoire du monde qui a commencé dans cette région, ceux qu'ils adorent, leur religion, sont nés là. Elles sont nées là. Et elles n'ont pas fini de s'affronter. Voilà, on est face à quelque chose d'effarant que personne ne tente d'expliquer, que personne ne tente de dire que, voilà, bien sûr c'est un drame, bien sûr c'est quelque chose qui est. Nous vivons un monde, voilà, il fait 40 degrés, le lendemain il fait 12. Bon, alors on va s'habituer. C'est la même chose. Voilà, on est dans une sorte. Alors, au lieu de se dire, qu'est-ce qu'on peut raconter à travers ça? Parce que les interdits, il y a des interdits partout. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous prenez une photo d'occupation et que vous voyez jardin public interdit aux juifs et aux chiens, et avec un type qui a ajouté en bas et on s'excuse pour les chiens, c'est quelque chose que il faut comprendre ce qu'est cette histoire-là. Qui sont les protagonistes de ces histoires? Qu'est-ce que c'est que le nationalisme? Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un endroit où tous les autres pays sont ennemis et vous rejettent? Voilà. Il y a quelque chose de 3 guerres et tout. Et on est dans une situation qui paraît inextricable. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont une solution. On n'a qu'à faire 2 pays. Et dans ce couloir, on va mettre 2 familles qui se haïssent. Et on va dire, ils vont bien s'entendre. Non. Alors, est-ce que c'est au dramaturge d'expliquer ça? Est-ce que c'est expliquer? On ne peut pas expliquer. Mais se dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je pense que, je respecte beaucoup, je pense que c'est dans ces moments-là qu'il faut jouer des pièces qui expriment d'une manière détournée, pas l'ensemble du problème, mais une partie du problème. Voilà. Maintenant, moi, je peux lui dire la même chose à votre correspondant. Je n'écrirai plus ça aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être ça le problème. C'est pas qu'elle ne puisse pas le jouer. C'est-à-dire qu'elle est dans la même situation, cette jeune femme, qui au début de sa vie, avec cette classe de gens, de petites filles et de petits garçons blonds, avait peur de leurs parents. Et avait peur de parler de ce qui l'intéressait. Elle, pourquoi ça l'intéressait, je ne saurais jamais. Mais au point d'organiser un truc, d'aller étudier et tout, parce que peut-être qu'elle s'est dit, c'est quelque chose, la déshumanisation du monde a un début,
la déshumanisation visible, générale du monde, ça s'est passé dans ces années 40, dans l'indifférence du monde entier. Et ce qui est terrible aussi, et qui est très difficile à expliquer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de livres sur ce qui s'est passé en 42, en 43. Voilà. Moi, quand j'étais gosse, il n'y avait pas de livres. Quand j'étais adolescent, je pouvais, quand je me suis mis à acheter des livres, un peu après l'adolescence, je pouvais acheter tout ce qui sortait sur la question. Et puis un jour, voilà. Et donc, le bruit qu'ils ne supportent pas aujourd'hui, c'est l'écho du silence dans lequel le crime a été commis. Et ce crime, c'est cette déshumanisation. Et la déshumanisation, on ne s'en débarrasse pas comme ça en disant « Ah bah, il faut être humain, il faut aimer son voisin, il faut faire attention, il faut... » Voilà. On est dans une crise, l'humain, l'amour du prochain, qui est célébré tous les dimanches ou dans les synagogues ou tous les samedis et tous les vendredis. C'est d'ailleurs formidable. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On a réuni en fin de semaine tout ce qui est bon pour l'humanité. Mais on est face à quelque chose qui ne peut pas s'arranger comme ça, fais-toi à toi. Qui ne peut pas s'arranger sans accepter que ce monde déshumanisé, il faut le réhumaniser. Quels sont les moyens de réhumaniser? Les livres sont un des moyens. Mais c'est un moyen qu'on est en train, nous dit-on, d'abandonner. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Peut-être les dessins animés. Moi, je viens de voir comment ils ont fabriqué un dessin animé, comment ça a couché des gens qui, forcément, dans les 620 000 spectateurs qui ont vu ce dessin animé, il n'y a pas 620 000 lecteurs, hélas. Voilà. Mais j'ai vu quand même que la jeune fille t'a écrit, elle a quand même préféré mais voilà. Donc, largement lumière dans tout ça. On devait faire la plus précieuse des marchandises après l'avoir fait à Londres. On devait le faire à New York et à Chicago. Bon. Et sans doute à Washington aussi. Et puis, les négociations ont commencé, et puis la crise de déshumanisation, la fièvre déshumanisante a saisi le monde, et il n'est plus question du tout de le faire. Il y a quand même, à Washington, par exemple, un musée du génocide, qu'on appelle en France la Shoah et l'Holocauste là-bas. C'est quand même, on n'en est pas au point où on va démonter ces lieux de mémoire. Mais, on ne sait jamais. Voilà. D'ailleurs, on peut très bien s'attaquer. Il y a une nouvelle de Ray Bradbury. À la fin de cette nouvelle, c'est un gosse qui pour survivre part de la campagne où tout est pollué, où les gens meurent parce qu'ils mangent du blé et tout ça, machin. Et il se retrouve dans une ville et il y a un palais. Il y a un palais. Et il y a une queue. Et les gens se battent dans cette queue pour entrer dans le palais. Et ils entrent dans le palais et le gosse se faufile là-dedans. Il arrive. Et c'est un musée. Ça doit être le musée du Louvre. Et dans ce musée, les gens qui ont fait la queue, qui se sont battus pour entrer, entrent et prennent les œuvres. Ils les déchirent. Et le gosse,
Il veut absolument saisir un bout de l'œuvre déchirée. Il n'est pas capable de déchirer lui-même. Il y a trop d'adultes qui déchirent. Et il ramasse un bout qui est tombé au sol, et il l'ouvre, et c'est le sourire de la Joconde. Et ben voilà ce que nous visons. Peut-être, c'est le début de ce que Bradbury a écrit, et sans doute que sa femme devait le fondre aussi. Merci, mais ça sera mon Voilà, le chef-d'œuvre, c'est pas bon. Ça peut être... Tu avais promis, et nous nous étions promis, qui sait, Eh ben, je de remercier Larry Astrid, Olivier, Marie Berlanos, qui est participant, Voilà, en faisant la lecture de ce texte que tu as entre les mains. voilà. Rassurez-vous, Il tient sur une page. on est né, et aussitôt on fut classé youth, youpin, youvans. Alors on a dû cacher son nez, changer son nom, coincer son zizi dans des langes, passer la ligne en fraude, bardé de faux papiers de baptême identitaire. Puis on a attendu que ça se tasse. C'est drôle, non, ce que cette histoire de con aura pu préoccuper on tout le long de sa vie de on. Après, on a été à l'école, comme les autres, appris à lire, les pieds nickelés, à écrire, profession du père déportée. Puis, on a quitté l'école et très fier, on a appris le métier de tailleur. Mais on n'était pas doué. Bien que fils et petit-fils de tailleurs, garantis clandestins, sans papier, disparus, qui plus est, ratatinés, ratiboisés quelque part ailleurs, avec plein d'autres tailleurs pour hommes, dames et enfants, on a jamais été foutu, malgré les lois héréditaires, de couper, ni de monter, ni de faire une belle poche passe-poil. On était désespérés. À ce métier, on ne pouvait se faire. Faire les efforts, c'est toujours travailler, mais c'est pas payé pareil. Alors on a fait du théâtre, par hasard, comme on a tout fait. Pour fuir le métier de ses pères, tous tailleurs, appiaisseurs, rapiaisseurs. D'abord, on a appris à jouer. On s'est pris pour un acteur. On a eu la folie des grandeurs. Seulement personne n'y a cru, alors on a eu beaucoup de temps libre. Alors on a écrit des pièces, des courtes, des longues, et à la longue, on a été joué. Et on a eu du succès, qu'on n'a pas bien supporté. On était très bien préparés à l'échec. Le succès a pris on de court, et puis peu à peu la ivrie. On s'est senti perdu. Alors, pour retrouver ses pères et mères, on a écrit une pièce, et on l'a jouée. On y était patron d'un atelier de confection. On a eu encore du succès. On a très mal supporté ça. On est tombé malade, alors on s'est soigné. Pendant qu'on se soignait, on n'a pas vu le temps passer. On a vieilli, tout affilé. On peut pas dire qu'on s'est beaucoup marré, mais on s'est pas trop fait chier non plus. On a encore écrit, on a relu beaucoup. En fait, on a très peu écrit. On n'a pas eu le temps. Vraiment trop préoccupé, absorbé, obnubilé par cette histoire de con. Youth, youpin, youvans. On est devenu quinca, un vieux garçon apeuré et braillard, écrivain français de son état.